Suite et fin de l'activité 2 consacrée à l'histoire de l'âge de la Terre et intitulée Comprendre comment plusieurs démarches scientifiques se sont affrontées pour déterminer l'âge de la Terre. Ça s'adresse donc aux élèves de première et c'est de l'enseignement scientifique. Alors la dernière fois on avait évoqué la controverse qui opposa Darwin et Kelvin et plus généralement on avait passé en revue quelques arguments avancés d'une part par les naturalistes et d'autre part par les physiciens. Aujourd'hui, on va parler de ce qui a fini par mettre tout le monde d'accord pour déterminer l'âge de la Terre. En tout cas, c'est la découverte de la radioactivité. On doit ça à Henri Becquerel en 1896. Alors, je vais certainement pas faire un historique des développements de la physique nucléaire, hein, c'est pas trop l'objectif ici. Ce que je voudrais simplement, c'est rappeler quelques principes fondamentaux et faire comprendre comment on a pu les appliquer pour déterminer la date approximative de la formation de la Terre. Donc je vais prendre un certain nombre de raccourcis pour me concentrer sur l'essentiel, à savoir comment le phénomène de désintégration de certains éléments naturellement instables a permis de dater des roches qui contiennent ces éléments. Alors le principe repose sur une constante propre à chaque élément radioactif et qu'on appelle la demi-vie ou encore la période radioactive. Ça, normalement, vous l'avez vu en détail en physique. Alors, il faut comprendre que lors de sa formation, une roche, en quelque sorte, fige, emprisonne un certain nombre d'éléments, et que si l'on arrive à donner l'âge de ces éléments, eh bien, on a l'âge de la roche, tout simplement. Maintenant, pour appliquer ça à la Terre, c'est un peu plus compliqué, parce que l'immense majorité des roches qu'on trouve à sa surface sont des roches qui se sont formées beaucoup plus récemment que la Terre elle-même, alors soit par magmatisme, par compaction de sédiments, eux-mêmes issus de l'érosion d'autres roches, hein, soit par d'autres transformations, mais au final, eh bien, on n'a quasiment aucune chance de tomber sur une roche aussi vieille que la Terre. En revanche, une roche aussi vieille que la Terre peut nous tomber dessus, et ça s'appelle une météorite. Alors c'est plutôt rare, mais on en trouve quand même, et généralement elles sont issues d'un fragment d'astéroïde, lequel s'est formé à peu près en même temps que la Terre et l'ensemble du système solaire d'ailleurs. On ne va pas chipoter pour quelques dizaines de millions d'années, donc l'âge d'une météorite c'est environ celui de la Terre, et c'est environ 4,55 milliards d'années. En tout cas, c'est le chiffre que détermine en 1956 Claire Patterson, qui est un géochimiste américain, et c'est ce chiffre qui est toujours considéré comme valable aujourd'hui. Alors bien sûr, tout ça suppose que le modèle actuellement accepté pour la formation du système solaire soit exact, et il n'est pas exclu qu'un jour on affine encore l'âge de la Terre en intégrant des nouvelles connaissances, et ça c'est le principe même de la science. Alors, à propos de science, un tout petit rappel sur le principe de désintégration radioactive. Vous le savez, hein, certains éléments ont des noyaux instables qui se désintègrent spontanément. On va parler d'éléments pairs, ils sont en rouge là sur le graphique. Et ces éléments pairs, au cours du temps, se transforment en éléments fils qui, eux, sont en bleu. Alors évidemment, plus le temps passe et plus la quantité d'éléments pairs diminue, c'est une décroissance exponentielle, comme vous pouvez le voir. Et à n'importe quel moment, la quantité P d'éléments pairs, elle est égale à P0 exponentielle de moins lambda t. Alors P0, c'est la quantité initiale, lambda, c'est ce qu'on appelle la constante radioactive, elle est propre à l'élément étudié, et T, c'est le temps, et justement, c'est ça qui nous intéresse. Alors, dans le programme d'enseignement scientifique, vous avez déjà vu le cas du carbone 14. C'est un isotope radioactif du carbone. Le carbone 14 se désintègre en azote 14 avec une demi-vie de 5730 ans. Ça veut dire qu'il faut 5730 ans pour diminuer par 2 la quantité initialement présente de carbone 14. Alors cette durée, bien sûr, est beaucoup trop courte pour déterminer l'âge de la Terre, mais en revanche, on connaît deux autres éléments qui peuvent être utiles. Ce sont des isotopes de l'uranium. L'uranium 235 qui va finir par se désintégrer en plomb 207 et l'uranium 238 qui lui se transforme en plomb 206. Et vous remarquez que dans les deux cas, la période radioactive tourne autour du milliard d'années, donc on est vraiment sur l'ordre de grandeur qui nous intéresse. Alors, on peut utiliser ce couple d'éléments radioactifs. Il y a aussi un troisième isotope du plomb, le plomb 204, qui lui n'est pas radioactif, il est donc stable, et il va permettre de normaliser les résultats dans ce qu'on appelle la méthode plomb-plomb. Alors, je vous rassure, on n'exige pas de vous de faire des calculs compliqués et de redémontrer comment
on a pu obtenir ces courbes. Ce que je voudrais surtout que vous compreniez, c'est comment on a pu les construire et que finalement vous compreniez le principe. Alors voyons donc comment ça marche. On a un graphique à deux axes. Sur l'axe des ordonnées, on va représenter le rapport plomb 207 sur plomb 204. Et sur l'axe des abscisses, le rapport plomb 206 sur plomb 204. Je rappelle que la quantité de plomb 204 est stable dans le temps, tandis que celle du plomb 206 et du plomb 207 augmente à mesure que leurs éléments pairs se désintègrent. Alors considérons maintenant trois roches théoriques, que nous appellerons 1, 2 et 3, et que nous cherchons à dater bien sûr, et elles contiennent forcément toutes de l'uranium, hein, même en petite quantité. Alors prenons maintenant la roche 1. Si je prends un minéral de cette roche et que je détermine dans celui-ci les quantités de plomb 206 et de plomb 207, je vais obtenir un point dans ce repère que je matérialise ici par une croix bleue. Si je prends un autre échantillon de la même roche, j'aurai peut-être des quantités de plomb différentes, donc un autre point situé à un autre endroit. Alors je peux m'amuser à faire la même chose avec la roche numéro 2. Donc je vais avoir un point pour une première détermination, un deuxième point pour une deuxième détermination, et pour la troisième roche, c'est pareil, hein, j'utilise le vert, mais c'est le même principe. Alors on est d'accord que tous les minéraux de la roche numéro 1 ont le même âge, hein, ils ont été intégrés au même moment, et ils vont donc s'inscrire sur une même droite, qu'on appelle une droite isochrone. En grec, chronos correspond au temps, et iso veut dire égal, le même. Les minéraux de la roche 2 ont également tous le même âge entre eux, hein, un âge bien sûr qui peut être différent de la roche 1, qui ne s'est pas forcément formé au même moment. Et pour la roche 3, c'est pareil. On a donc des droites isochrones, dont l'équation est de type y égale à x plus b. Alors les différents points sur chaque droite correspondent à des minéraux dont le rapport uranium sur plomb est à la base différent, c'est possible. Alors je vous pose une question, d'après vous, laquelle de ces trois roches est la plus ancienne? Alors vous pouvez faire pause, hein, le temps de réfléchir bien sûr. Je vous donne comme la réponse. Bien sûr, il s'agit de la roche numéro 3, dont le coefficient directeur est le plus faible et qui contient la quantité relative la plus importante de plomb 206 et de plomb 207. Alors Patterson, il a compris tout ça, bien sûr, et il l'a appliqué à 5 météorites, dont la plupart ont été trouvés aux États-Unis. Il a aussi dosé le plomb dans certains sédiments marins. Et vous voyez que tous ces échantillons s'inscrivent sur une belle droite isochrone dont l'équation est de type y égale à x plus b, et que je vous précise ici. Alors ensuite ça se résout mathématiquement, hein. Encore une fois, on ne va pas exiger ça de vous. Retenez que ça a permis de déterminer l'âge absolu de la Terre, qui est, je le rappelle, de 4,55 milliards d'années. Alors pour ceux qui souhaiteraient quand même creuser les choses, ne serait-ce que pour leur satisfaction intellectuelle personnelle, je vous ai mis ces données dans un tableur. Alors je vous montre ça on verra ça plus tard. Ce tableur, c'est celui que vous connaissez, hein, c'est celui dans lequel on avait analysé les résultats des expériences de Buffon, donc vous le retrouvez sur l'ENT. Si vous allez dans les autres onglets maintenant, eh bien, dans celui-ci, vous retrouvez le graphique que je viens de vous montrer avec l'équation correspondante. Et ici, dans le troisième onglet, on a un tableau de calibrage qui vous permet, hein, avec le coefficient directeur, avec la pente de la droite, de retrouver à quel âge ça correspond, donc par un jeu de correspondance. Voilà. N'insistez pas trop si ça ne vous parle pas, hein, et retenez surtout le principe général de l'approche. Je reviens là-dessus. Dernière chose, excusez-moi, je vous disais qu'il était quasiment impossible de trouver une roche terrestre aussi vieille que la Terre elle-même. Eh bien, cette publication de 2014 montre qu'il y a des exceptions, puisque des chercheurs ont pu dater des minéraux particuliers qu'on appelle des zircons, et qui ont été trouvés dans certaines roches dans l'ouest de l'Australie, et ils ont déterminé un âge de 4,4 milliards d'années, donc ça remonte quasiment à l'origine de la planète. Voilà, on en a terminé avec ce chapitre. Je vous laisse noter soigneusement les informations qui sont ici, hein, qui sont celles à retenir, et qui, vous le voyez, finalement restent assez simples et générales. La prochaine fois, on attaque le tout dernier thème et le tout dernier chapitre de SVT. D'ici là, bon courage et bon travail.